Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 16 avril 2022. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis enseignant en géopolitique. Je suis aussi avocat pratiquement retraité. Je fais cette vidéo à des fins d'éducation populaire. Je ne sollicite aucune somme d'argent ni aucun mandat étant avocat. Donc voilà. Le titre de cette vidéo d'aujourd'hui, eh bien, c'est Trudeau, le chaos économique. Ou encore, sommes-nous en pleine crise économique ou nous dirigeons-nous vers une majeure crise économique? La raison pour laquelle je fais cette vidéo, évidemment, comme vous le savez, les médias nous l'ont annoncé, nous le disent et nous le redisent. Nous avons un taux d'inflation record de 7-8% et ça va probablement augmenter et se prolonger. Le prix de l'essence ne cesse d'augmenter. Il y a 1,80 $ le litre et plus, parfois un peu moins. Il faut comprendre que aussi la réaction de la Banque du Canada qui a décidé d'augmenter son taux directeur de 0,5%, eh bien, tout ça fait en sorte que le coût de la vie a beaucoup augmenté, le coût du panier d'épicerie, la bulle immobilière continue de gonfler à bloc. On assiste à une sorte de dérangement économique majeur. Comment on peut s'y retrouver? Voilà la grande question. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce que souvent, lorsqu'on écoute les experts dans les masses médias, les médias subventionnés par l'État, on s'y perd un peu. Parce que manifestement, il y a des agendas politiques qui s'entrechoquent avec des réalités économiques, les réalités du libre marché. Et parmi ces facteurs, ces agendas politiques, ces éléments de l'agenda politique, on retrouve par exemple la question des changements climatiques pour justifier des actions très dures envers les compagnies pétrolières, empêcher, si vous voulez, les gazoducs, les pipelines, ce qui nuit bien entendu à la politique énergétique. Ajoutons à ça la guerre en Ukraine, ajoutons à ça que les Russes maintenant exigent d'être payés en roubles, etc., etc. Donc, il y a vraiment une espèce de chaos qui s'est installé en matière économique. On peut peut-être gérer un certain chaos politique, mais quand ça devient économique, là, à ce moment-là, ça nous touche personnellement. Ça touche nos familles. Et voilà. Comment s'y retrouver? Je pense qu'il faut revenir à certains grands principes de base pour comprendre ce qui se passe présentement. Ces grands principes de base, si vous voulez, de la science, entre guillemets, économique, ce qui est plus, d'après moi, de la philosophie économique que de la science économique. Aujourd'hui, on met le mot science un peu partout pour se donner de la crédibilité en sachant très pertinemment bien que la science repose la plupart du temps sur des hypothèses, mais enfin, ça c'est un autre débat. Donc, il faut revenir à des principes de base de l'économie, disons, généralement. Principe de base. Durant la Deuxième Guerre mondiale, dans les organes de propagande, autant chez les nazis que chez les Alliés, on avait comme structuré un discours, il y avait un narratif, une doxa économique autour de certains grands principes qui, je pense, sont toujours en vigueur et qui ont toujours qui reposent sur le sens commun, le common sense, aussi comme les Anglais l'appellent. Et voilà, ces principes sont les suivants. D'abord, il faut de la matière première. La matière première, c'est quoi? C'est ce que nous produit la nature, c'est ce que nous donne la nature, n'est-ce pas? C'est l'agriculture, les pêches, les mines, tout ce qu'on va appeler le secteur primaire, l'économie primaire, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la main-d'œuvre, n'est-ce pas? Il faut travailler ce que la nature nous donne. La main-d'œuvre, eh bien, ce sont les personnes.
les personnes qui rendent leur travail disponible pour sculpter la matière première. Ensuite, vous avez un troisième élément qu'on va appeler la propriété intellectuelle, c'est-à-dire les patentes, les patents, comme on dit en anglais, c'est-à-dire les inventions, les créations du génie humain. Ce sont les outils, n'est-ce pas, ce que vous allez retrouver dans les quincailleries, n'est-ce pas? Ce sont des outils, les marteaux, les scies mécaniques, etc. Tout ce qui nous sert en quelque sorte dans le domaine de la construction, dans le domaine de la transformation, c'est ce qu'on va appeler le secteur secondaire, le secteur de la fabrication. Et la main-d'œuvre, bien, comme je vous disais tantôt, la main-d'œuvre, ça va surtout être finalement à tous les niveaux, on va avoir besoin de la main-d'œuvre. Et finalement, vous allez avoir ces trois éléments-là mis comme des numérateurs, si vous vous souvenez de l'arithmétique et de l'algèbre élémentaire. Vous avez la matière première, la main-d'œuvre et la propriété intellectuelle. Ça, ce sont tous sur la même ligne, comme des numérateurs. Et ils ont ensemble un dénominateur commun qui s'appelle la devise, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire ce qu'on va appeler les effets de commerce aussi. Donc, on va parler du dollar. Donc tout ça fait en sorte que la matière première, la main-d'œuvre et la propriété intellectuelle vont avoir une valeur en dollars. Évidemment, ces trois éléments-là, lorsque ces trois éléments-là interagissent dans une synergie, dans un rapport mutuel, c'est ce qu'on va appeler le travail. N'est-ce pas? Les êtres humains travaillent à transformer la nature avec leurs outils. Et là, évidemment, on produit des biens et des services qui ont une valeur en dollars, c'est-à-dire la devise. Donc, l'équation est très claire et très simple. Et il ne faut pas partir, là, c'est la matière première, la main-d'œuvre, la propriété intellectuelle. Propriété intellectuelle, bon, ça peut être un peu plus compliqué que simplement les patentes, les outils. On met là-dedans les marques de commerce, par exemple, le droit d'auteur, etc. Mais je ne veux pas aller sur ce terrain-là. On va simplement s'en tenir à la propriété intellectuelle comme ce qu'on va appeler la loi des brevets, par exemple, ou le know-how technologique. Comment on fait les choses. How we do things. OK? Donc, ces trois éléments-là, sur la ligne des numérateurs, avec un dénominateur commun qui va s'appeler le dollar, qui détermine une valeur. Et tout ça, ensemble, fait ce qu'on va appeler le travail. Le travail, au fil des années, va développer ce qu'on va appeler aussi une plus-value. C'est-à-dire qu'il y a des biens, des produits et services qui vont prendre une valeur parce qu'on va, en quelque sorte, miser sur tel ou tel produit, comme l'automobile, par exemple. On va investir davantage et c'est ce qui va créer une plus-value. C'est-à-dire qu'à la valeur initiale d'un bien va s'ajouter une plus-value en raison des perspectives de développement, des perspectives de marché. Évidemment, chaque pays a son équation, l'équation que je viens de vous dire. Chaque pays, chaque territoire, chaque État a sa propre équation. Et là, les États échangent entre eux, n'est-ce pas? C'est ce qu'on va appeler le commerce international, c'est ce qu'on va appeler l'exportation. On vend de nos produits à d'autres États et ça, c'est extrêmement payant, rentable. Et par convention internationale, la plupart du temps, on a décidé de faire nos transactions en dollars américains. Bon, maintenant, avec la guerre en Ukraine, il se passe des choses là, graves, mais on n'ira pas là pour tout de suite. Là. Disons simplement que le pays A, le Canada, vend à un autre pays, on va dire l'Argentine, de ses produits et services et les vend en dollars américains pour se conformer à, si vous voulez, aux lois du marché international du côté des pays occidentaux, des pays de l'Ouest. Eh bien, tout ça fait en sorte que on va déterminer ce qu'on appelle le produit intérieur brut, c'est-à-dire le volume de nos exportations, ce que l'on vend
de nos produits et services à l'étranger. Donc, il est important que notre produit intérieur brut soit positif. Autrement dit, qu'on exporte davantage qu'on importe. Parce que lorsqu'on importe, souvent, c'est à notre détriment, mais pour des raisons, parfois, je vous dirais, de développement, de recherche-développement qui est moins forte au Canada qu'aux États-Unis, par exemple, eh bien, on est obligé d'importer de la haute technologie américaine, ce qui coûte évidemment très cher au Canada, mais nous, par contre, on leur vend de nos richesses naturelles, donc on essaie d'avoir une balance. C'est ce qu'on va appeler le produit intérieur brut, c'est ce qu'on va appeler aussi le déficit commercial. Lorsque nos exportations sont inférieures à nos importations, ce qui crée un problème. Voilà. Donc, grosso modo, on a, je reprends, de façon très sommaire, matières premières, main-d'œuvre, propriété intellectuelle, les trois numérateurs sur le dénominateur commun, la devise, ce qui forme ensemble le travail et la plus-value, c'est-à-dire qu'il y a un certain travail qui vaut plus cher que d'autres en raison des perspectives de marché, tant sur le marché local, ici, qu'à l'international. Ensuite s'ajoute le produit intérieur brut, c'est-à-dire la masse des produits que l'on peut exporter, que l'on peut vendre, qui doit être positive et non pas négative. Parce que si c'est négatif, ça veut dire qu'on importe davantage qu'on exporte. Bon, voilà. Par rapport à la situation actuelle, voilà. Le Canada, essentiellement, est un pays de matières premières. Et une de ses principales matières premières, c'est le pétrole et le gaz, et ainsi de suite. Donc, à partir de ce moment-là, si le gouvernement fédéral décide de faire la guerre aux compagnies pétrolières au nom des changements climatiques ou de faire comme le gouvernement Legault, de pousser pour l'automobile électrique, eh bien, on se coupe d'une partie très, très, très importante de nos revenus comme gouvernement. Mais je parle ici de tous les pays de gouvernement, enfin, le fédéral et les provinces, bien entendu. Donc, cette attitude de Trudeau par rapport à l'industrie pétrolière est extrêmement désastreuse. Et là, récemment, il a compensé en donnant son OK, si vous voulez, son consentement à la fameuse plateforme de pétrole au large de Terre-Neuve. Bon, là, il essaie, mais là, le dommage qu'il a causé depuis les 2 dernières années est absolument épouvantable. Et c'est la raison pour laquelle il y a une grogne dans l'Ouest canadien. Donc, ça, c'est la première source du problème, la première source du chaos et de l'augmentation du prix du pétrole, n'est-ce pas? Les Américains, avec Joe Biden, ont eu la même attitude par rapport à l'industrie pétrolière. Ils ont mis fin au projet Keystone XL et mettent en péril le fameux pipeline au nord du Michigan. Voilà. Donc, par rapport à l'industrie pétrolière, il y a vraiment une crise qui est créée et qui a un impact sur les prix à la consommation. Parce que, voyez-vous, au cours des dernières décennies, tout le matériel qui était autrefois transporté par train est maintenant transporté par camion. Donc, maintenant, il y a une surpopulation, si vous voulez, une surabondance de camions, de poids lourds sur nos routes, ce qui a un impact sur les infrastructures, mais ce qui a aussi un impact sur les prix à la consommation, parce que tous ces camions-là se déplacent par essence, par des moteurs voilà, des moteurs à explosion, n'est-ce pas? Et qui s'alimentent avec l'essence qui ne cesse pas d'augmenter. Donc, on se retrouve un peu pris comme le chat qui se mord la queue. On a énormément de ressources, mais nos gouvernements ont décidé de créer une crise économique. Ils en ont créé une véritablement. Et là, les prix augmentent à la consommation pour refléter l'augmentation du prix de l'essence. Donc, on voit ici qu'au chapitre de la matière première, il y a un problème de nos gouvernements, tant au provincial qu'au fédéral. Mais au fédéral, la situation est pire, enfin. Une autre situation qui a fait en sorte qu'on est dans une période de crise économique profonde, c'est la fameuse pandémie. Le gouvernement fédéral a décidé d'imprimer des dollars, mais là, en quantité, là, vraiment, là, comme si c'était des pamphlets publicitaires. C'est ce qui fait que notre devise plonge.
pour éviter que notre devise plonge encore davantage, on augmente les taux directeurs et là, à ce moment-là, ce sont les taux d'intérêt qui augmentent la valeur pour maintenir artificiellement la valeur de notre dollar. Pourquoi notre dollar a-t-il tendance à souffrir? C'est parce qu'au cours des 2 dernières années, on a limité le travail par le confinement et par toutes sortes de mesures abusives par rapport à nos droits constitutionnels, par rapport à notre économie. On a tué des grands pans de notre économie locale. On commence à évaluer au Québec le nombre de restaurants qui ont fermé, d'entreprises qui ont fait faillite, sans parler des suicides et des facteurs humains. Voilà. Donc, toutes les mesures, la mauvaise gestion de la pandémie, combinée à l'attitude de nos gouvernements par rapport à l'industrie pétrolière, fait en sorte que la crise économique que l'on vit présentement est une crise économique essentiellement politique qui a été en quelque sorte précipitée par des mauvaises décisions, par une mauvaise approche. On nous avait promis une transition graduelle d'une économie du pétrole vers une économie davantage axée vers l'électricité, on pense aux véhicules électriques. Au lieu de ça, Trudeau et Legault ont amorcé une révolution. Et ça, les conséquences économiques de ça sont absolument catastrophiques pour le niveau de vie de la classe moyenne, particulièrement, et encore pire pour les personnes défavorisées ou les personnes vulnérables. C'est vraiment la catastrophe absolue. Et il faut comprendre qu'on est loin d'être sorti de ça. Et les banques, la réaction des banques est tout à fait justifiée et appropriée dans les circonstances. En fait, il y a seulement à l'heure actuelle les banques qui ont gardé leur sang-froid et qui peuvent dire, ben là, écoutez, là, si on ne veut pas plonger là, dans une espèce de néant économique planifié par des bureaucrates à Ottawa et à Québec, bien, il faut monter le taux directeur et il va monter encore. C'est pas terminé, ça. Et là, cette incompétence politique et administrative depuis 2 ans, à cause de la pandémie et à cause de la guerre au pétrole, eh bien, on va en payer le prix et un prix très cher. Et on va le voir sur les hypothèques, on va le voir sur les prêts à la consommation, sur les marges de crédit. Ça s'en vient parce que si nos politiciens vivent dans un monde complètement déconnecté, les banquiers, eux, voient la réalité du commerce international dans le contexte de compétition et rajouter à ça la guerre en Ukraine où la Russie exige désormais d'être payée en roubles. Imaginez l'impact que ça va avoir sur le dollar américain, imaginez l'impact que ça va avoir sur le dollar canadien. Le taux directeur n'a pas fini d'augmenter. Voilà. Vous trouvez peut-être mon ton un peu alarmiste, mais que voulez-vous? Depuis 2 ans, on assiste de manière un peu passive à des décisions qui sont prises alors qu'il n'y a à peu près pas d'opposition ni à Québec ni à Ottawa. À Ottawa, le Parti conservateur sort d'une crise. Maintenant, ils ont la possibilité de 2 nouveaux chefs, Pierre Poilievre et Jean Charest. Je suis convaincu que ces 2 personnes sont probablement très aptes, compétentes et pourraient ramener un certain équilibre économique et un peu de bon sens, contrairement à l'administration Trudeau. Pour ce qui est de Québec, ben là, écoutez, il n'y a pas d'opposition. Je vois pas la fin. Je vois pas la fin de la catastrophe au niveau provincial. Il y a Éric Duhaime qui pourrait peut-être représenter un certain espoir. Il y a Québec solidaire qui pourrait aussi poindre. J'aime bien Vincent Marissal, par exemple. Mais voilà. Du côté de Québec, on est dans une très, très grande incertitude avec l'effondrement du Parti libéral. C'est vraiment la catastrophe. Là. Et le Parti québécois, on n'en parle même pas, c'est fini. Et pour ce qui est de la CAQ, bien écoutez, comme je l'ai dit dans une vidéo précédemment, François Legault fait reposer son pouvoir sur le noyau dur de nationalistes vaccinés 3 fois, là, surtout en région. Et il compte là-dessus et il a une certaine majorité par rapport à une opposition qui est complètement divisée. Enfin, tout ça pour vous dire qu'au fédéral, par contre, avec le Parti conservateur et avec peut-être un nouveau leadership sous Jean Charest ou Pierre Poilievre, évidemment, on va voir ce que les électeurs vont décider éventuellement, mais pour l'instant, on est pris avec un gouvernement de coalition.
ce qui n'avait pas été annoncé par Justin Trudeau durant sa campagne électorale. Donc là, on a une coalition surprise entre la gauche socialiste du NPD, qui n'a jamais caché ses couleurs là-dessus. On ne peut pas reprocher au NPD d'avoir été malhonnête, mais on peut le reprocher à Justin Trudeau, par exemple. Ça, là-dessus, là, ça n'a rien à voir avec l'héritage du Parti libéral. Là, on est dans des eaux tout à fait différentes, très proches de la Chine, hein, China, très proche de la Chine. On voit l'influence. La 5G, ça, je vais y revenir. Donc, voilà, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai éclairé un peu sur mon cours d'économie 101. Comme je vous dis, souvent les experts, on s'y perd en conjecture, alors qu'en réalité, la compréhension de l'économie est très simple, très, très simple. Il s'agit de revenir à des concepts de base, un peu comme pour comprendre les mathématiques, un peu comme pour comprendre le droit, un peu comme pour comprendre la littérature ou n'importe quel domaine du savoir. Il faut parfois revenir à des éléments de base fondamentaux. Là-dessus, je vous invite à aimer ou à ne pas aimer, à me faire des commentaires et généralement, je réponds aux commentaires. Là-dessus, je vous souhaite une belle et joyeuse Pâques, n'est-ce pas, pour célébrer la résurrection du Christ et son élévation, le retour au Père éternel. Et là-dessus, je vous souhaite une belle journée, une joyeuse Pâques. À la prochaine.